Parler de l'attractivité du monde agricole vu globalement par l'enseignement, mais plus largement par le monde agricole au sens large, ce qu'il y a autour. On a un défi considérable pour les années à venir. C'est un secteur qui est en pleine mutation. On le voit bien. Le salon d'agriculture depuis samedi est un salon assez mouvementé, on va le dire comme ça, c'est un peu mieux, mais ça veut dire qu'on est dans une période où les choses évoluent beaucoup. Mais on a un challenge considérable dans les années à venir, c'est un renouvellement des générations. On est passé en quelques années pour descendre à 1,5% de la population à qui on confie la vocation de nous nourrir, de nourrir l'ensemble de la population, mais également, au-delà de ces 1,5%, un certain nombre de métiers qui entourent, qui sont essentiels pour l'agriculture. Ce qu'on a besoin là, c'est de savoir quels sont les éléments. Comment vous voyez les uns et les autres ces éléments, comment est considéré par l'ensemble de la population. Alors, on entend dire 85-90% de nos concitoyens aiment l'agriculture, ce qui est sûrement vrai, mais je pense qu'ils ont une idée qui est la leur de l'agriculture. La réalité de l'agriculture, c'est peut-être un petit peu d'autre. Je vais commencer, Jean-François, par toi, parce que Jean-François Vergniaud, responsable formation du groupe Établière, voir comment, quand tu vas dans les collèges, par exemple, comment est perçu le métier d'agriculteur et les métiers qui sont autour. Alors généralement, oui, effectivement, quand je vais dans les collèges, je le disais aux collègues la dernière fois, quand on a 80 personnes, on en a 10 qui viennent s'intéresser à l'agriculture, et donc l'agriculture est méconnue. Et souvent, l'agriculture a une mauvaise image, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. On est un enseignement extrêmement novateur, très intéressant, mais effectivement, vis-à-vis du grand public, on est moins attractif. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des leviers pour être meilleur. Très bien. Alors, vu par l'enseignement supérieur, comment tu vois ça dans l'échelon après? Peut-être ceux qui passent du lycée là-bas, mais peut-être d'autres publics également, notamment ceux qui viennent d'enseignement plus général que l'enseignement agricole. Ouais, effectivement, donc à l'ESA, donc l'École supérieure des agricultures, nous on a fait le choix de conserver, de valoriser et d'aimer, vraiment de chérir ce mot agriculture. Et je pense que c'est un enjeu qu'on a tous en commun, de redorer ce terme-là. Certains autres établissements ont fait le choix de mettre plus en avant peut-être l'agronomie ou l'agroscience ou d'autres termes. Mais vraiment l'enjeu de redorer ce terme d'agriculture est vraiment très important. Et nous on y travaille effectivement puisque en fait de valoriser toute la palette de métiers qu'on peut notamment faire quand on fait des études par exemple d'ingénieur agronome. On ne soupçonne pas la diversité de jobs qu'on peut faire. Donc ça c'est à nous de la mettre en avant, y compris auprès des parents. Qui souvent... même dans l'enseignement supérieur, c'est encore les parents, leur avis compte encore beaucoup. Bien sûr, puisque nous, on reçoit souvent en journée portes ouvertes, ça commence seconde, première maintenant, avec les spécialités, les options au lycée. C'est très très tôt que ça se joue. On est, nous, au niveau de l'école d'ingénieur, puisque nous, on a 50 programmes de formation, BTS, licence pro, RICAD, etc. Tout le continuum technique, évidemment, et ingénieur. Mais sur ingénieur, qui est une école à prépa intégrée, ça se joue effectivement 2-3 ans avant le bac. Donc c'est là aussi où il faut commencer à parler de l'agriculture, donc aller dans les lycées, dans les collèges. Est-ce qu'il y a aussi une vision sociétale de l'agriculture? Je pense, sans juger du tout de ce qu'il a pu s'y faire, mais ce qu'on a vu à la remise des diplômes d'AgroParisTech, avec une vision plus sociétale de l'agriculture, du rôle sociétal que du rôle professionnel. Est-ce que c'est des choses que vous ressentez dans les jeunes qui arrivent? Évidemment, ce sont des courants qui, de toute façon, des courants qui traversent tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en agriculture. Donc, et ça, c'est une très bonne chose. Nous, encore une fois, on fait le choix de mettre en avant la diversité. Elle est inscrite dans notre nom, l'École supérieure des agricultures. Et je pense qu'il faut au contraire favoriser tous les lieux de débat. Et il faut que l'agriculture, du coup, soit fière de cette diversité. Donc nous, on encourage justement nos étudiants à aussi pouvoir débattre, confronter les idées et puis construire ensemble l'agriculture de demain qui ne sera pas univoque. Très bien. Alors Thierry, à la Banque Populaire, vous accompagnez l'agriculture, donc vous avez besoin de collaborateurs pour occuper ces métiers-là, pour accompagner les agriculteurs, accompagner les entreprises qui les entourent. Est-ce qu'il y a des évolutions? Comment sont appréhendées les évolutions des métiers qui tournent autour de l'agriculture?
Et effectivement, nous avons au niveau national à peu près 500 conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire dans les différentes banques. Donc ça fait beaucoup de conseillers, beaucoup de monde. On a observé une évolution de ce métier depuis déjà de nombreuses années. On a un peu moins d'attrait sur les métiers de la banque. Et on sent bien que les collaborateurs, les jeunes collaborateurs vont plus sur des métiers un peu plus pratiques peut-être, un peu moins sur les métiers de conseil comme la banque, comme l'assurance. Ce qui est dommage parce que ce sont des métiers extrêmement riches où on apporte énormément d'informations aux agriculteurs. On vit avec eux, on va sur les exploitations, on se déplace, on les conseille dans leur stratégie, dans leur démarche de développement. Donc c'est un rôle très intéressant. Ça nous amène à revoir nos modèles de recrutement, de formation et d'accompagnement. Alors, est-ce que avant de venir à Benoît, qui aurait une vision encore plus large de ces éléments-là, est-ce que les formations qui existent, et surtout en termes d'attractivité, les jeunes qui viennent en formation agricole correspondent à vos besoins derrière ? Alors, on essaye de travailler au maximum sur des systèmes d'alternance, par exemple, pour favoriser l'intégration dans l'entreprise. Ce sont des formules très intéressantes. Ça permet aussi à ces jeunes d'aller rapidement sur le métier de conseiller agri, parce que c'est ce qu'ils cherchent finalement. Ils n'aiment pas trop passer par les étapes de formation trop longues. On voit bien qu'ils veulent aller à l'essentiel rapidement. Et donc l'alternance, c'est la bonne solution. On travaille avec pas mal d'établissements d'enseignement là-dessus. Alors cette alternance commence dès le lycée ou vous les prenez à partir de l'enseignement supérieur ? Un peu plus tard, effectivement. Un peu plus tard, oui. Ouais, ça démarre sur l'enseignement supérieur parce que c'est plus adapté en effet. Alors Benoît, plus largement, les métiers, on a vu les métiers de la banque, ce que ça peut représenter, où sont les enjeux, où sont les besoins dans les entreprises qui font appel à tes services, comment les choses sont appréhendées, pourquoi ils viennent dans ces métiers-là? Alors effectivement, on est un cabinet de recrutement, donc en fait on utilise... Comment? Là? Faut le prendre comme ça. Comme ça. Ok, excusez-moi. Donc effectivement, dans le métier du recrutement, on recrute donc des gens qui sont formés dans les filières qui ont été décrites. C'est le micro qui ne marche pas. Et l'attractivité, c'est un vrai enjeu pour toutes les entreprises qui cherchent à travailler dans le secteur agricole. On vient d'effectuer une enquête auprès de 600 jeunes qui sont dans la filière agri-agro, qui sont au niveau ingénieur. Et en fait, l'un des facteurs clés de l'attractivité aujourd'hui, c'est la quête de sens, c'est nourrir la planète. Et donc il y a effectivement une sorte d'engouement. On verra après les enjeux, il y a des paradoxes aussi, mais il y a un engouement en disant j'ai envie de faire changer un peu le monde et en cela, faire de la transition, c'est aussi de la transition agricole, participer à ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a encore quelques années, on avait fait la même enquête, c'était plutôt l'agroalimentaire qui était privilégié plutôt que l'agricole, qui est perçu comme un secteur où il y a moins d'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et là, l'agricole est en train de remporter, je pense, parce qu'il y a eu des petits soucis en agroalimentaire, il y a eu des scandales, et les gens se disent on veut remonter à produire sain, à produire sainement. Après, il y a plein d'enjeux derrière qui sont assez compliqués. Il y a une différence entre l'élevage et forcément les productions, les grandes cultures ou les cultures qui sont plus favorisées que l'élevage aujourd'hui. Alors à propos de cette enquête qui est faite, de cette étude qui a été faite, les leviers, est-ce que tu as une idée sur les leviers à actionner pour arriver à attirer des gens à la fois intéressés, mais qui intéressent aussi les besoins des métiers? Alors effectivement, on a conclu cette enquête par quels sont les leviers un peu à actionner. C'est être clair au niveau des enjeux et de la mission de l'entreprise, ne pas faire du greenwashing et bien expliquer ce que c'est que l'agroécologie et ne pas confondre les enjeux entre la production agricole et seulement soi-disant faire de l'agroécologie de tout crin. Il y a un aspect qui est très important aujourd'hui, c'est la rémunération. Les jeunes pensent que c'est quand même si on a envie d'y aller, ils pensent que c'est pas assez rémunérateur. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire de la partie rémunération, de travailler pas seulement sur le salaire brut,
mais on peut amener des à côté. On voit dans les zones où il y a un peu moins de... Alors, quels sont ces à côté qui peuvent apporter? Alors, il y a des agriculteurs ou des entreprises qui sont dans des secteurs qui attirent moins, qui vont financer un logement, qui vont aider à un accès à l'école, à la crèche. Et donc ça, c'est des à côté qui peuvent attirer les gens et qui peuvent lever des freins. Et puis enfin, il y a aller vite. Et on s'aperçoit effectivement que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas construire une carrière en disant bon ben je commence dans cette boîte là et dans 15 ans on me donnera le poste que je veux. Ils ont envie d'aller plus vite et on a discuté avec des RH qui nous ont dit qu'ils sont en train de faire des programmes un peu comme des MBA, des intégrations rapides pour pouvoir donner aux jeunes tout de suite une responsabilité. Alors effectivement il faut encadrer, il faut changer les mentalités parce qu'il y a des gens qui ont 35-40 ans qui attendent un poste et des jeunes de 25 ans qui disent ben, moi, je le veux tout de suite. Mais ça fait partie des enjeux aujourd'hui. Si on veut attirer les gens, il faut aussi leur donner ce qu'ils attendent, quoi. Alors avant de venir à Nicolas et Jean-François pour voir comment les organismes d'information peuvent répondre, Thierry, est-ce que tu confirmes un petit peu, est-ce qu'à la Banque Populaire vous voyez les choses un peu de la même façon, des jeunes qui arrivent, de leurs besoins, de leurs envies, comment ils voient les choses? Est-ce que vous ressentez les mêmes choses que ce que Benoît vient de nous dire? Oui, je confirme parfaitement ce qui vient d'être dit. Les jeunes, ils ont besoin de sens, en fait. Ils ont besoin de sens déjà, donc bien comprendre la stratégie de nos entreprises auprès des agriculteurs. Donc nous, on est dans le conseil, donc expliquer ce que l'on fait, quelle est la stratégie d'approche des agriculteurs. Ils sont sensibles à tout ce qui est environnemental, à l'éco-responsabilité, donc ça fait partie des stratégies de développement de nos banques, donc bien le mettre en avant. Ils sont sensibles aussi à tout ce qui est environnement du poste de travail, donc le télétravail, les horaires, nos banques sont engagées dans des démarches sociétales, et donc ils sont sensibles à tous ces... Alors comment est appréhendé le télétravail, par exemple, chez vous, avec un besoin de contact aussi avec le client, en l'occurrence agriculteur ou autre entreprise? Effectivement, c'est une difficulté parce que nous avons des postes de siège d'entreprise où on peut pratiquer aisément le télétravail, et évidemment quand on est dans une agence au contact d'un conseiller, c'est plus compliqué, hein. C'est plus difficile de rencontrer, on a besoin de rencontrer des clients, hein, donc le télétravail ne peut pas se faire de la même manière. Par contre, on a des solutions de travail à distance. Il y a toutes les visioconférences qu'on peut faire avec nos clients, etc., qui facilitent le travail au quotidien. Alors les agriculteurs se font la visioconférence pour travailler avec leurs conseillers. On peut pratiquer ça, oui. Ça peut se pratiquer, même si c'est pas la démarche principale qu'on veut mettre en avant, parce qu'on a besoin d'aller sur les exploitations, de comprendre l'environnement dans lequel... on a besoin de comprendre l'environnement dans lequel se situe l'agriculteur, et donc pour mieux le conseiller. Donc évidemment, on a besoin d'aller chez eux aussi, hein, mais le conseiller, lui, il est sensible aussi à cette facilité de travail. Il veut aussi travailler de chez lui, hein, donc on est obligé d'amener ces solutions à l'ensemble de nos collaborateurs. Alors, Nicolas, Jean-François, je ne sais pas qui commence des deux, mais on a vu tout à l'heure, vous nous avez bien parlé, mais surtout pour de la formation initiale, du rapport des jeunes qui veulent rentrer tant au lycée qu'en enseignement supérieur, le rapport avec les familles. Mais on voit là, il y a aussi un besoin de rapport important avec l'entreprise, avec le monde de l'entreprise, et avec les entrepreneurs, y compris sûrement pour des formations faites plus à la carte par rapport aux besoins des entreprises. Comment vous appréhendez ces éléments-là ? Alors, Nicolas pourra en parler, mais moi je vais en parler aux établis. On est très très proche de
de toutes les entreprises. C'est des centaines d'heures qui sont réalisées par le centre de gestion, par les banques, une diversité de banques, diversité de partenaires. Et on en parlait en visio quand on avait préparé cette conférence-là. En fait, nos jeunes, ils savent exactement à quoi s'attendre parce que les techniciens ou les conseillers qui viennent leur expliquent à chaque fois ce qu'ils font sur le terrain. Et comme la demande est extrêmement importante, il y a une telle tension aujourd'hui sur le marché agricole qu'ils sont très à l'écoute. Et ensuite, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, après un BTS, qu'il soit en initiale, en alternance, c'est intéressant de faire une 3e année en alternance dans le domaine bancaire, dans le domaine d'un centre de gestion ou dans le domaine commercial, parce que c'est effectivement une excellente formation qui allie à la fois le terrain puis à la fois la théorie. Et donc ça permet en plus de mûrir son projet. Et donc c'est ce qu'on met en place dans le cadre des licences professionnelles, je vois chez nous, dans le cadre de certificats de spécialisation. Et effectivement, ça fonctionne très bien. Donc oui, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. Ensuite, peut-être un point par rapport à l'attractivité. Quand on va donc dans les collèges, quand on va, ou même dans les lycées, quand on veut recruter au niveau BTSA ou recruter au niveau seconde, effectivement, il faut être actif, il faut être innovant. Donc, pourquoi est-ce qu'un lycée va être plus intéressant qu'un autre? C'est parce qu'il va peut-être présenter une palette d'options, une façon de travailler sur la gestion de projet, une façon d'inclure le côté pratique. Et c'est ce qui va peut-être aussi intéresser les jeunes. Le côté, on va peut-être en parler avec Hervé tout à l'heure, mais tout le numérique, tout ce qui est en lien... On va y revenir sur ces éléments-là. Ouais, tout ce qui est en lien avec la robotisation, en fait, tout ce qui va améliorer la pénibilité ou le moins de pénibilité dans le cadre du travail, ça va les intéresser. Ils vont se dire, peut-être que ces métiers-là, c'est fait pour moi. Donc voilà. Je vais passer la parole à Nicolas. Thierry. En complément, aussi leur donner des perspectives, parce que dans nos métiers, nous avons des évolutions potentielles intéressantes. Dans les banques, il existe plusieurs métiers que l'on peut faire sans changer d'employeur. Et ça, c'est intéressant. C'est un point très important parce que de plus en plus, on voit des jeunes qui zappent, qui vont d'un métier à l'autre. Et si elle peut être offerte au sein de la même entreprise, je pense que c'est un plus. C'est exactement ça. Ils peuvent changer de secteur d'activité, l'agriculture, aller sur de l'entreprise ou du professionnel, ou aller accéder aussi à des postes de management. Et ça, c'est du concret. C'est des postes que l'on propose en évolution assez facilement à nos collaborateurs. Nicolas, peut-être il y a juste pour rebondir sur la banque là. Après je te laisse. Un point, c'est que en fait on s'est rendu compte dans les années 2000 qu'on avait énormément de candidats qui souhaitaient aller au niveau de la banque, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Crédit Agricole. Et au fil des années, en fait, cet engouement s'érode. Et on en a parlé l'autre jour, c'est parce que peut-être que les missions qui sont données dans les banques sont moins attractives ou moins intéressantes. Et je pense qu'il y a peut-être un travail à faire au niveau des banques pour retrouver cet engouement, parce que le nombre de postes, il est énorme au niveau des banques. Voilà. Alors, Nicolas, peut-être un élément supplémentaire, parce que le lien entre enseignement et recherche, surtout dans l'enseignement supérieur, est souvent, et il le faut, je pense, assez étroit. Il y a une possibilité, je sais qu'à l'ESA, vous êtes là-dessus, de la mise en place de chaires directement avec les entreprises. Comment vous faites, comment vous utilisez un peu ces éléments-là? Effectivement, c'est une bonne question. Nous, on travaille, on a à peu près 1500 partenaires entreprises, donc il y a encore une fois une très très grande diversité. Le sujet qu'on échange autour de la banque, la réalité ne serait pas le même si on avait, je sais pas moi, des productions animales ou autour de nous. Donc il faut aussi voir qu'en fait il y a des choses qui sont adaptées par rapport aux filières, adaptées évidemment au territoire aussi, ça c'est très important. On n'a pas les mêmes demandes sur nos territoires dans le Grand Ouest que là maintenant on a un deuxième campus à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas la même réalité aussi des besoins sur le terrain. Et puis il faut comprendre les méga tendances aussi qui sont à l'œuvre. Et ces méga tendances là chez les jeunes en fait, elles nous disent quoi? Elles nous disent que en fait la grande entreprise n'a pas perdu de sa superbe et qu'en fait il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du discours je veux absolument travailler dans des métiers à impact et tout, et les recherches que je fais réellement sur les moteurs de recherche, où par exemple des entreprises comme Total Energy sont les plus demandées sur les entreprises, sur les écoles d'ingénieurs. Donc ça c'est assez intéressant à voir le hiatus qu'il y a entre le comportement et ensuite le discours.
Donc ça c'est une chose. Et la deuxième tendance importante, c'est l'aspect freelance. Le besoin qu'ont les jeunes d'indépendance, d'autonomie et ce lien à l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant dans le monde agricole, c'est de jouer sur cette fibre-là. Parce que quand on travaille en agriculture, on a la chance de pouvoir avoir devant soi une palette d'outils qui est vraiment super intéressante. Et du coup, effectivement, juste pour compléter sur les chaires, nous, effectivement, on travaille, on a 2 chaires à l'ESA, la chaire mutation agricole qui est plutôt tournée autour des changements de l'agriculture, évidemment, mais sur des angles plutôt économie et sociologie. Et puis une toute nouvelle chaire qui s'appelle chaire agriculture au féminin et qui va justement travailler. C'est là que je voulais parler parce que j'avais un peu honte, parce que quand on regarde le panel qu'on est, heureusement qu'il y a des charmantes jeunes femmes qui sont là pour écouter, mais vous allez pouvoir parler si vous le voulez. C'est quelque chose de fondamental, je pense, demain, pour l'entrepreneuriat, mais également pour l'emploi, pour la prise de responsabilité, surtout pour des jeunes femmes où on sait qu'il y a la maternité qui peut venir dedans aussi. Comment vous étudiez, vous appréhendez ces éléments-là pour attirer, parce qu'on a besoin dans nos métiers d'avoir des femmes aussi agricultrices ou autres. Comment vous l'appréhendez? C'est une bonne question. Je sais que c'est pas suffisant comme réponse, mais en fait, on va travailler sur le genre en agriculture. Vous savez que le genre, c'est aussi autre chose que le sexe. On a tous une part de féminité là, donc voilà, j'espère qu'elle va se révéler aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous on a été approchés notamment par des entreprises en fait sur la question de, parce que vous savez, notamment vis-à-vis de la RSE, notamment le financement qu'ont les entreprises sont vraiment très liés à des index RSE, notamment égalité homme-femme. Et il y a des vrais déséquilibres dans certaines filières en agriculture, plus largement aménagement du paysage et toutes les filières qui peuvent être connexes. Et donc l'enjeu il est où? C'est apporter de la mixité là où il y en a moins. Et du coup, effectivement, on a été approché aussi par des agricultrices qui disent bon ben voilà, c'est un monde, faut le dire, plutôt masculin. Comment on rééquilibre les choses? Comment aussi nous on peut apporter notre touche dans ce monde-là et finalement renforcer aussi la diversité, la créativité, l'esprit d'innovation et qui feront que vraiment l'agriculture ressemblera à la société en fait en général. Donc nous, on a créé la semaine dernière, c'est tout frais, une chaire qui s'appelle Agriculture au féminin dans lequel on va essayer justement de travailler sous l'angle de la formation au genre, comprendre ce que c'est que voilà, où en sont les femmes en agriculture et comment on peut avancer avec elles et pour elles. La visibilité, puisqu'il y a des plafonds de verre. Aujourd'hui, il y a 30% d'agricultrices en France, mais simplement 10% si on prend les conseils d'administration des coopératives et les grandes instances agricoles. Donc ça, c'est problématique pour l'agriculture. J'ose pas le dire parce qu'on en a un petit peu la preuve là aussi. Exactement. C'est pour ça que je suis obligé de faire des jeux d'équilibristes avec le genre, mais bon voilà. Et puis l'attractivité, en fait. Là, si on parle de l'attractivité du monde agricole, c'est qu'on doit être capable de le rendre attractif auprès des jeunes filles. Moi, je vis en campagne, je vis à une quarantaine de kilomètres au sud de Nantes, en campagne dans le vieux nantais. Ma fille, elle est au collège, il n'y en a aucune dans sa classe qui veut faire agricultrice, quoi. On est en plein vignoble. Voilà, je pense que dans les métiers, je vois ce que Jean-François veut dire, vous vous avez 60% de filles. Il y a 4 ans, quand j'ai fait ma rentrée avec tous les enseignants, on a 70 enseignants, je leur dis il y a une grande nouveauté. Donc c'était il y a 4 ans, 2019, peut-être 5 ans. Et je leur dis tiens, cette année il y a une grande nouveauté. Donc ils se sont tous dit qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont construit, etc. Et je leur ai dit non, pour la première fois, le nombre de jeunes filles a dépassé le nombre de garçons. Donc sur la partie initiale. Et aujourd'hui, sur la partie initiale, alors si on prend sur la globalité du lycée avec l'apprentissage et les CAP, c'est 51% de filles, 49% de garçons. Mais sur la partie lycée agricole initial, 66%. Donc les jeunes filles ont dépassé largement le nombre de garçons. Et effectivement, il faut qu'on compose avec. Et quand je vais sur les territoires, parce que c'est un autre volet qu'on va évoquer tout à l'heure, si on veut être attractif, il faut aussi qu'on soit visible sur les territoires en matière de transmission. Et je disais à des agriculteurs que effectivement, il allait falloir composer avec les jeunes filles maintenant, les prendre en stage, parce qu'en fait, on avait davantage de jeunes filles dans nos formations. Voilà. Alors, je vais venir à un autre thème, qui est un peu celui des transitions. Et les besoins de ces transitions, on dit, mais ça c'est très facile à dire, il faut que l'agriculture change, l'agriculture telle qu'on l'a pollue, ce qui est un peu vrai, il faut le reconnaître, et on a besoin de nouvelles choses. Le dire c'est facile, le comment on fait c'est un peu plus dur. On sait qu'il y a des besoins demain en termes de biotech pour pouvoir produire. Il y a quelque chose, on a un hackathon qui se déroule juste derrière nous, dédié à l'intelligence artificielle générative pour l'agriculture.
c'est des besoins, on le sait, qu'il y aura dans les entreprises demain. On va commencer par toi, Thierry. Comment vous appréhendez peut-être pas les biotech au niveau de la Banque Populaire, mais plutôt ce besoin qu'il y a, qui est fulgurant. Moi, le numérique, je le suis depuis des années, mais j'ai jamais vu quelque chose arriver si vite que l'IA générative. Est-ce que les gens sont préparés? Je ne le pense pas. Comment les préparer? Où sont les besoins par rapport à ça? Effectivement, c'est une évolution inéluctable. Bon, déjà, la transition agroécologique, elle est bien embarquée déjà depuis plusieurs années. Donc, ça fait partie de la stratégie de développement de la banque. Elle est bien identifiée et nos collaborateurs le savent. Donc, ils sont bien embarqués dans cette tendance-là. Par rapport aux biotech, eh bien, nous accompagnons aussi les startups, toutes les sociétés qui démarrent dans cette Ok, mais en termes de compétences, est-ce qu'il y a les compétences pour les développer ou est-ce qu'il y a un vrai besoin? On viendra après, Jean-François et puis Nicolas. Il y a clairement un besoin là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on maîtrise à notre niveau de conseiller. On a besoin de l'enseignement justement pour préparer ces jeunes, ces collaborateurs à ces tendances-là. Je vais te poser, Benoît, la même question. Dans les entreprises avec qui tu travailles, qui te demandent des collaborateurs ou des cadres, comment ces choses-là sont appréhendées? J'ai entendu il y a quelque temps quelqu'un dans un recrutement, je ne dirais pas où c'est, où la question lui a été posée de savoir si elle était capable d'utiliser ChatGPT, on va le citer. Elle a dit que non, elle a dit que ça ne l'intéressait même pas, elle n'a pas été prise. Est-ce que c'est des choses que tu rencontres et tu étendras aussi, si tu veux, sur les biotech et aussi d'autres technologies qui seront celles de l'agriculture de demain? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau formation, il y a toujours un petit décalage avec la vitesse des technologies qui arrivent pour que la formation s'adapte. Donc ça, on l'a connu avant. Ce qui est sûr, c'est que le secteur agricole qu'on voit comme traditionnel, moi quand j'étais étudiant ingénieur agronome, les premiers ordinateurs que j'ai vus sur le terrain, c'était bien dans une stabulation, il y avait un distributeur d'alimentation concentré. Donc en fait, l'agriculteur a toujours été assez à la pointe de l'intégration de technologies. Les robots, il y en a un petit peu dans notre vie de tous les jours. Il y a des robots agricoles, on parle des robots de traite, maintenant il y a des robots en plein champ. Ici, on est à côté de la ferme digitale. Où il y a Nayo, qui est un fleuron français de la robotique dans les champs. Et forcément, ils ont intégré toutes ces technologies. Ces gens-là ne vont pas forcément venir du secteur agro. Les purs de la technologie digitale, ils peuvent venir d'autres secteurs. Et c'est là où l'attractivité du secteur est importante. La capacité, comme tu l'as dit, de l'agriculture à intégrer plein d'innovations, de l'innovation qui peut être de l'innovation digitale, mais aussi de l'innovation dans le guidage de robots, de l'innovation dans l'analyse des couverts végétaux pour avoir une application d'herbicide dirigée et pas traiter tout le champ, mais seulement traiter là où il y a des mauvaises herbes. Tout ça sont des technologies qu'on développe très fort en France. Et comme je dis, co-farming est un bon moyen d'ailleurs de mettre en avant ces initiatives qui existent déjà. Moi j'étais en Bretagne avec le co-farming tour, où on a visité une ferme à Château-Giron qui avait intégré l'agriculteur il était énergéticien. Il produisait de l'énergie, donc il s'est intégré à la transformation du soleil en électricité. Il y avait aussi un fermenteur, donc de la biomasse en énergie. Donc on voit qu'il y a plein de métiers différents qui s'agglomèrent autour de l'agriculteur. L'agriculteur, il doit être aussi une personne qui est capable d'intégrer des technologies ou des compétences qui ne sont pas directement agricoles. Et nous, ce qu'on voit dans le recrutement, c'est qu'il y a une vraie ouverture, il y a une vraie attractivité, parce que si moi j'ai fait, comme vous dites, de l'intelligence artificielle ou du développement même dans d'autres filières, je sais que l'agriculture peut m'offrir des débouchés. Et donc en ce sens-là, en plus il y a du sens. Je vais juste revenir rapidement sur l'équilibre homme-femme. Et sur l'équilibre homme-femme, on avait aujourd'hui en école d'ingénieur, maintenant on est à presque 75 à 80% de femmes. Ça veut dire que la féminisation des emplois fonctionne. Et à la ferme digitale, ils ont un problème. Les startups de la ferme digitale, ils m'ont dit on voudrait recruter les hommes maintenant. Vous avez une entreprise qui s'appelle Eloi, ils ont 100% de femmes sur le terrain pour aller voir les agriculteurs. Et ils n'arrivent pas à recruter d'hommes. Il dit un jour on va nous accuser de faire de la discrimination.
bien sûr. Ça me rappelle. Oui, oui, alors bon, déjà, moi je pense que en tant qu'établissement, et puis nous c'est un peu notre démarche, il faut qu'on reste modeste aussi par rapport à ça, parce que en fait on est tous traversés et impactés directement dans notre vie professionnelle et personnelle par ces outils-là. En l'occurrence, l'IA générative nous pose pas mal de questions, notamment dans le corps enseignant, sur son utilisation, notamment par rapport aux mémoires de fin d'études, par rapport aux travaux des étudiants, etc. Ça pose pas mal de questions d'ordre éthique, mais aussi d'énormes opportunités. Et ça me fait penser en fait en 2016, c'était aussi à l'initiative du premier ESA Connect, on parlait à l'époque quand le numérique s'est vraiment implanté en agriculture de manière très importante, on parlait de potentiel pillage de données par les agriculteurs. Et il y avait du coup ce côté un peu, on était inquiet quoi. On était inquiet, mais une forme d'inquiétude qui était aussi de la vigilance. Et les agriculteurs sont très très forts pour ça parce que mine de rien, le rêve... il y a toujours le rêve, mais il y a aussi les pieds sur terre. Et je pense que c'est ce pragmatisme-là qui nous permet de nous en sortir. Et aussi beaucoup, en tant qu'établissement d'enseignement, le lien avec les entreprises. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, l'explosion de l'alternance, c'est extrêmement... ça nous nourrit aussi, ça nourrit les enseignants. On se nourrit du contact avec les entreprises à travers les suivis d'apprentissage. Et nous, on a 5 laboratoires de recherche. C'est aussi comment la recherche, qui ne travaille pas du tout sur le même pas de temps, on est d'accord. Mais par contre... à des acquis que nous on essaye de transformer avec le lien en enseignement-recherche. Donc il est là en fait la transformation, mais je pense que voilà l'attitude paysanne par rapport à l'IA régénérative, c'est la bonne quoi. C'est-à-dire faut se poser des questions et puis des fois faut foncer et puis des fois faut pas y aller quoi. Mais faut être en fait ça dépend des usages en fait. C'est-à-dire qu'en fait il faut pas c'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'étais à la convention InVivo il y a pas si longtemps, début décembre. Par exemple, InVivo voilà, a mis en place une IA générative parce qu'ils ont un lien avec Microsoft, une IA qui est fermée, qui permet de protéger notamment les données des agriculteurs. Il faut faire attention au type de données. Faut faire attention au type de données qu'on met en fait sur la plateforme, quoi. Et ça, je veux dire, c'est la responsabilité de chacun. Après. C'est un outil qui est à la disposition de tout le monde et sans doute qu'il va y avoir de très belles choses qui vont naître avec ça, mais il faut pouvoir le tester, quoi. Moi, je suis vraiment test and learn dans l'approche et je pense que c'est ce qui se passe aussi en agriculture, quoi. Ouais. Alors aux établières, on a appréhendé ça nous, depuis quelques années parce qu'on s'était penché justement sur tout le développement numérique au niveau du lycée. Donc aujourd'hui, on a 750 iPads qui sont déployés. Donc on a mis en place donc un système de formation il y a 4 ans environ pour que nos enseignants utilisent tous les données numériques et que la plupart des cours soient aujourd'hui dispensés avec une plateforme Teams OneNote de façon à ce qu'on puisse limiter le papier et puis utiliser l'outil numérique au quotidien au niveau de nos enseignements. Aujourd'hui, on a quasiment 90% de nos enseignants qui sont à niveau expert et on va faire une formation le 21 et le 22 mars justement sur l'utilisation de l'IA au sein des enseignements avec faire un petit peu un état des lieux des applications aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors on l'utilise déjà. Certains donc effectivement enseignants l'utilisent. Par exemple, on crée des portefeuilles virtuels. On travaille, au lieu de travailler la bourse de façon complètement théorique, on crée un portefeuille virtuel et on demande aux étudiants, en utilisant le module financier de Bing, qui est aussi une intelligence artificielle, de repérer des actions dans des domaines, par exemple, sur l'alimentation, la communication, et on vérifie effectivement que l'intelligence artificielle utilisée par les traders peut être aussi au service des particuliers. Et donc, on utilise ça en ce moment. Mais c'est le tout début, hein, ce que disait Nicolas tout à l'heure, il faut effectivement prendre des précautions. Il ne faut pas non plus qu'on dise à nos étudiants tout va se faire grâce à l'intelligence artificielle. Il faut que derrière il y ait du recul. Et nous, on est obligé d'y aller. Parce que de toute façon, il faut y aller. Donc ça veut dire que nous, au niveau établissement d'enseignement, il faut qu'on forme nos enseignants à cette utilisation et à terme peut-être à ce développement.
Alors la techno intéresse énormément les jeunes. Ouais. Si. Ouais. Alors, il y a trois éléments quand on fait des enquêtes. C'est pour ça que j'aime bien, parce que quand on a préparé, on parlait d'enquête, puis moi je me suis plongé dans celle que j'avais faite, et je me suis rendu compte que les jeunes qui venaient aux établières, ils étaient intéressés alors par la nature, hein, l'extérieur, deuxièmement par le tracteur, ça autrement dit les matériels, puis troisièmement les nouvelles technologies. Donc les nouvelles technologies, alors est-ce qu'elles sont maintenant en deuxième, en troisième? N'empêche que c'est une des clés d'attractivité de nos métiers, parce que l'agriculture est extrêmement numérisée, c'est l'un des secteurs les plus numérisés, et nous on a la chance aux établières d'avoir une ferme expérimentale qui justement développe des outils numériques. Ouais, voilà. Et on est en lien avec la ferme des établières. Et puis pour donner du sens, on a une start-up qui est présente ici qui s'appelle Winat, et on a mis en place un partenariat avec Winat, la ferme des établières et le lycée des établières. On a mis en place des sondes sur nos terrains. Winat a équipé nos étudiants de leurs applications, et à terme, c'est vrai que l'intelligence artificielle va rentrer également chez Winat, et donc ça va permettre de piloter également l'irrigation. Et donc nos étudiants de BTS le font. Moi, je leur dirais qu'on a besoin d'agriculteurs en France pour nourrir la planète, pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Donc ça, c'est la base. Et on a beaucoup besoin de plein de gens autour pour les aider, pour les accompagner, avec toute une série d'entreprises qui viennent les soutenir et les servir. Nous, dans notre domaine de la banque, on a besoin de collaborateurs pour accompagner ses clients et les conseiller au mieux. On est prêt à aller au contact des jeunes dans les écoles, de les rencontrer pour leur présenter comment ça se passe, un métier de conseiller. Et on est ouvert aussi dans l'autre sens. Ces jeunes peuvent venir dans nos agences rencontrer des collaborateurs pour comprendre le métier de conseiller, comment ça se passe, et pouvoir choisir cette voie qui est une voie évolutive. Hein. C'est pas une finalité d'être conseiller bancaire. Ça amène à plein de choses à côté. Moi, quand je rencontre les jeunes, je leur dis vous aimez la planète, vous voulez de beaux paysages, vous voulez effectivement courir dans la nature, vous voulez avoir une haute qualité, eh bien devenez agriculteur, c'est un beau métier, parce qu'en fait c'est toutes ces facettes-là que vous allez travailler, que vous allez mettre en place quand vous serez sur le terrain. Voilà ce que je leur dis. Oui, moi, venant d'un enseignant, ça fait bizarre, mais du coup, je dirais quand même que agriculteur, déjà, ou agricultrice, du coup, c'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde parce qu'il n'y en a pas de plus complet. En fait, on est dans la nature, on a parlé de technologie, on parle aussi de marché financier, on parle d'outils, d'adaptation au monde, de transformation du réel, du concret. On parle aussi d'enjeux sociétaux, on en a parlé aussi aujourd'hui. On parle des transitions dans leur ensemble. Et surtout de l'indépendance entrepreneuriale qu'il y a derrière le fait d'être un agriculteur ou une agricultrice. Donc aujourd'hui, si on veut des jeunes qui veulent transformer le monde et le faire à leur échelle, aussi sur des territoires, mais dans un mouvement qui est national avec la souveraineté alimentaire et internationale, puisque la France ne se coupera pas du monde agricole et agroalimentaire, c'est ce métier-là qu'il faut rejoindre. Donc je dirais, voilà, plus beau métier du monde. Alors Benoît non, mais je reviens ce mot entrepreneur en fait.
Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes. J'étais au gros événement Big là, de la BPI et ils font des sondages sur les jeunes et être entrepreneur, commencer son entreprise, c'est un peu un rêve de tout le monde. Et je rejoindrai ce qu'ont dit mes co-présentateurs. Là aujourd'hui, c'est si on a envie d'être entrepreneur dans un milieu sur lequel on peut contribuer, apporter du sens et se dire qu'on fait quelque chose à la fois pour soi, pour nourrir ses enfants et aussi pour la planète. Je pense que l'agriculture et l'environnement de l'agriculture aujourd'hui, c'est vraiment un endroit où on peut se réaliser. Donc moi j'ai envie de dire, tu as envie d'être entrepreneur et tu as envie de contribuer à quelque chose, vas-y quoi, fonce. On sait aussi qu'il y a un tiers ou la moitié des agriculteurs qui vont partir. On sait aussi que le modèle va changer. Les grandes fermes en France, on est en train d'y réfléchir et mettre plus de gens. C'est le rêve de mettre un peu plus de gens sur la ferme. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est le grand défi de demain.